Je rejoins Régent Hébert, gériatre, ancien ministre de la Santé. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, Mario. Commentaire général sur toute cette situation? Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça, la situation à la résidence Aaron, en dépit du fait que les gens donnent des versions contradictoires, c'est vraiment scandaleux. C'est le mot qu'on doit utiliser. Puis là, il y a de multiples enquêtes qui vont voir qui est responsable de tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut trouver des responsables là, et appliquer des sanctions. C'est une résidence privée et ce milieu privé non conventionné, là, s'est développé au cours des dernières décennies dans un secteur des personnes âgées en lourde perte d'autonomie qui, à mon avis, n'est pas un lieu où on devrait faire intervenir du privé, du moins, en tout cas, sans les conventionner. Moi, les privés conventionnés, ils suivent les mêmes règles, ils ont les mêmes tarifs, ils ont les mêmes salaires. Je vous la pose la question, vous êtes un ancien ministre de la Santé. C'est un peu un mystère pour moi, ça. Pourquoi il y a des privés? Bon, les privés conventionnés, vous venez de le dire, suivent les mêmes règles, les mêmes directives, la même rémunération du personnel que les autres CHSLD. Mais pourquoi ça existe, les privés non conventionnés? C'était quoi la logique d'avoir certains CHSLD privés pour des mêmes genres de clientèle, mais qui ne sont pas conventionnés? Pourquoi on a eu ce développement de ça? Moi, je pense qu'on a laissé privatiser ce secteur de personnes âgées au cours des dernières décennies, et c'est un exemple où on a laissé faire le privé dans ce secteur-là, et à mon avis, le privé n'a rien à voir là-dedans. On a même convenu des ententes avec certaines résidences privées pour acheter des places de CHSLD dans ces résidences-là. Au niveau des soins à domicile, les budgets ont fondu comme neige au soleil, si bien que les gens se sont tournés vers des résidences privées pour aînés, puis on voit la catastrophe que ça engendre en termes de confinement de ces gens-là, puis en termes de foyers d'éclosion éventuels. On a même fait appel au privé pour donner des soins à domicile financés par le public. Moi, je pense que c'est ce qu'on vit, là, c'est le résultat de quelques décennies d'ouverture vers le privé en cachette, en catimini, pour ce secteur des personnes âgées qui est un secteur névralgique. Mais le bilan des privés conventionnés, ce que je voyais dans un rapport, c'est qu'ils faisaient même un meilleur travail dans le privé que dans le public. C'est les non-conventionnés qu'on se demande un peu comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le décor. Là. Vous dites que progressivement, ça coûtait moins cher, puis on a laissé glisser vers ça? Ça ne coûte rien. Les privés non conventionnés, l'État s'en occupe pas. C'est le marché privé. Ils ont juste à avoir un agrément d'un des conseils d'agrément, puis satisfaire aux différentes exigences pour avoir un permis. Et le reste, ils facturent aux patients, là. Exactement. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 $ par mois. Là, c'est pas rien. Alors, les gens paient le gros prix pour avoir des services dont la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, comme on a pu s'en rendre compte dans les derniers jours. Et c'est un milieu où on a très peu de contrôle sur cette qualité. Moi, quand j'étais ministre, on avait imposé les visites ministérielles d'inspection à ces milieux-là aussi non conventionnés. Qu'est-ce qui est arrivé depuis 6 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils étaient supposés être l'objet de visites ministérielles pour vérifier la qualité comme ça se faisait dans les résidences privées. Quel est dans votre esprit le rôle d'un CIUS? Parce que là, il y a de la confusion. Le 29 mars, on a constaté des problèmes. Là, on s'est échangé des lettres d'avocats. Le CIUS semble dire qu'il n'était pas autorisé jusqu'au 8 avril, là, où ils ont eu un mandat de la santé publique. C'est comme si le CIUS dit, nous, on n'avait pas le droit de rentrer. Je m'explique mal ça, moi, que des autorités de santé publique ou des autorités de santé ne puissent pas aller dans un milieu de soins comme ça, constater, voir ce qui se passe, voir si tout est correct. Il faut dire d'abord, Mario, là, que les CIUS partout au Québec là, en ont plein les bras avec la crise actuelle. Là. Alors, ils essaient de gérer la crise actuelle. Dans le CIUS de l'Ouest, il y a une éclosion dans leur propre CHSLD. Alors, ils doivent donc y consacrer des ressources, ils doivent gérer ça. Ils sont dans une situation de crise actuellement. Et là, il y a un CHSLD privé qui n'est pas sous la juridiction du CIUS, qui peut faire des appels à l'aide, mais évidemment, la priorité du CIUS, c'est de servir de faire sa tâche. Et tant qu'il n'y a pas un danger de santé publique et que la santé publique, parce que c'est la santé publique qui peut imposer qu'un CIUS intervienne dans un milieu privé, alors tant que c'est pas fait, il n'y a pas d'intervention. Et même s'il y en avait, là, on a là un CHSLD privé
de 150 personnes en lourde perte d'autonomie, on ne règle pas ça en quelques jours. Là. Il faut évaluer les patients, il faut refaire des plans de soins parce que, semble-t-il, le CIUS n'a pas eu accès aux plans de soins ni aux prescriptions médicales. Alors, il faut refaire une évaluation médicale, refaire une évaluation infirmière, refaire des plans de soins, mettre les gens en place. Alors ça ne prend pas 24 heures pour faire ça sur 50 résidents, ça prend plus de temps. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Mais écoute, les enquêtes vont nous le dire. Là. Il y a une enquête policière, une enquête du coroner, une enquête de la santé publique, une enquête du ministère de la Santé. Alors, on aura le fin mot de l'histoire dans ceci, mais une chose est sûre, c'est que ce genre d'événement ne devrait pas arriver dans une société civilisée comme la nôtre. Ouais. Parlons du personnel. On l'a dit, c'est dans ces privés conventionnés, les rémunérations sont très faibles, très minimales. Bon, là, on vient juste de les augmenter. Là. Le gouvernement l'a fait pendant la crise de la COVID. Mais jusqu'à quel point, faible rémunération signifie quoi? Beaucoup de roulement de personnel, difficulté à recruter et à garder du personnel. Jusqu'à quel point ça devient un facteur, là, surtout dans un cas semblable où là, tu fais face à une pandémie, tu es en danger de mettre ta santé en jeu? C'est un facteur important. On a toujours négligé les soins de longue durée, les soins à domicile pour la rémunération du personnel, entre autres les préposés, les auxiliaires de santé de services sociaux qui n'ont pas une rémunération à la hauteur de la lourdeur de la tâche et de la responsabilité de leur tâche. Ça, je pense que c'est un des facteurs. L'autre facteur, c'est les réformes de structure qu'on a vécues en 2003 d'abord, puis ensuite en 2015, là, sous Couillard et Barrette, où on a créé des monstres administratifs que sont les CIUS et les CIS, et où les centres d'hébergement là-dedans ont perdu leur âme. Avant 2003, chaque centre d'hébergement avait son conseil d'administration, avait un directeur général qui était imputable de ce qui se passait dans le centre. Maintenant, tout ceci est parti d'un grand ensemble qui s'appelle un CIUS, qui a 9 ou 10 missions différentes, dont la mission des CHSLD. Et dans une installation, c'est difficile de voir qui c'est qui est imputable, qui est la personne responsable. Souvent, cette personne-là et n'est pas dans l'installation en question et s'occupe de plusieurs installations. Alors, c'est une situation qui résulte des changements structurels qu'on a fait au cours des 20 dernières années et qui ont fait perdre leur âme au CHSLD, en fait. Ouais. M. Hébert, on va se poser la question ensemble. Élargissons à l'ensemble des CHSLD. Là. Quoi faire maintenant? On va le faire en 2 temps. Quoi faire maintenant avec ceux où il y a des infections, des cas, dans certains cas, 50 des patients sont infectés. Et je vous lance l'autre question. Quoi faire avec les milieux qui sont exempts de cas, où les gens se disent, bien là, au moins, les endroits où la maladie n'est pas encore entrée, il faudrait mettre les multiples mesures de protection imaginables pour protéger ceux qu'on peut encore protéger, où il n'est pas trop tard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, tu l'as dit, lorsqu'il y a une éclosion, lorsqu'il y a plusieurs patients, ce que la plupart du temps est indiqué de faire, c'est de les regrouper avec du personnel dédié qui ne s'occupe que de ces patients-là et un secteur dans l'établissement, dans l'installation, qui regroupe ces patients-là pour faire en sorte qu'on puisse cloisonner le plus possible l'infection et ne pas laisser propager le COVID. Alors, les gens, le personnel qui s'occupe de ces personnes-là ont du matériel de protection très sophistiqué, donc, et n'ont pas besoin de changer souvent leur matériel entre les patients puisque tout le monde est infecté. Alors, on fait du cloisonnement des patients atteints. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de patients atteints, bien sûr, c'est les mesures de protection, de prévention qui sont absolument essentielles. Il faut éviter que quelqu'un transporte le COVID à l'intérieur de l'établissement parce que, comme on le sait, ce virus-là atteint de façon préférentielle les personnes âgées et les personnes vulnérables. Et dans un CHSLD, on a là toutes les conditions pour que la COVID fasse des dégâts importants et soit létale pour plusieurs des résidents. Eh bien, on va espérer que tout ça se fasse. Régent Hébert, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir, Mario. Au revoir.